Un autre événement, intervenu à Valin, avait bien failli nous causer des ennuis. Un jour où Madame Fontaine était de surveillance de cour, une de ses élèves avait été bousculée. Elle était tombée comme cela arrivait régulièrement. Sur le moment, Madame Fontaine n'avait pas constaté de blessure, et elle n'avait pas jugé nécessaire de m'appeler pour lui prodiguer des soins. L'accident s'était produit avant 14 heures. Peu après l'entrée en classe, la fillette montra des signes inquiétants. Elle était pâle et se sentait mal. Madame Fontaine vint m'avertir et j'allais constater son état. Je jugeai qu'il était prudent de la conduire aux urgences de l'hôpital pour qu'elle puisse être mise en observation. L'établissement hospitalier se situait à peine à 200 mètres de l'école à vol d'oiseau. Une de mes collègues avait son véhicule garé cours la Dauge, juste devant la porte de la conciergerie. Je lui demandai de la conduire en voiture pour gagner du temps pendant que je surveillais ses élèves. Il me semblait que c'était la solution la plus efficace. Je prévins les parents de l'incident. Le papa était le directeur du port des Minimes. Le soir, il vint me voir et protesta. Il me reprocha de ne pas avoir fait appel aux pompiers au moment de l'accident. Il protestait aussi pour le transport de sa fille et il menaçait de porter plainte si l'état de sa fille s'aggravait. Madame Fontaine était affolée. Je la rassurai et je lui dis que j'assurerais la pleine responsabilité auprès de l'administration sur le fait que nous n'avions pas déclenché les secours lorsque la fillette avait été renversée par son camarade. Je fis une déclaration de sinistre auprès de ma hiérarchie en expliquant les conditions de sa chute pour le cas où il y aurait un dépôt de plainte. Je précisai qu'il n'y avait pas eu de défaut de surveillance, ce qui était parfaitement exact. La gamine n'eut pas de séquelles et il n'y eut pas de suite. Alerté par l'état d'esprit des parents, je pris la décision de faire appel aux pompiers, même si le cas ne me semblait pas inquiétant. Plusieurs fois, ils se déplacèrent pour des incidents pour lesquels il ne me serait pas venu à l'esprit de les appeler autrefois. J'avais l'habitude de soigner les bobos. Mes collègues faisaient toujours appel à moi. J'avais en charge le matériel de premier secours que la mairie mettait à notre disposition. Elle le complétait et le renouvelait régulièrement. Joliane continuait à me poser des soucis. Nous habitions maintenant rue de la Digue. Le matin, c'était de plus en plus difficile de la convaincre de venir travailler. Souvent, au dernier moment, j'étais obligé de faire appel au médecin qui finissait par lui donner un arrêt maladie. Cela perturbait le service, car je n'obtenais pas toujours un ou une remplaçante. Elle finit par être à nouveau hospitalisée à la clinique psychiatrique de Vontes, près de Tours, et elle y resta plusieurs mois. À son retour, je dus calmer certains parents qui s'inquiétaient de ses absences répétées. Le syndicat allait me jouer un dernier tour. Il me restait 1 an avant de prendre ma retraite, et j'avais envisagé, pour des motifs alimentaires, de poser ma candidature à une grosse direction de plus de 10 classes. Cela me faisait changer de catégorie et améliorer mon salaire. La retraite était calculée sur les 6 derniers mois d'exercice, et nous étions nombreux à procéder de la sorte. Une grosse direction était libre au mouvement, celle de Jean Bart à La Rochelle. Le groupe comportait 15 classes et le directeur était totalement déchargé. En principe, j'avais toutes les chances d'être nommé. Cela n'avait pas échappé à mes petits copains du SNI. Il leur fallait à tout prix trouver une parade pour que je ne puisse pas être l'heureux élu. Ils finirent par trouver un collègue à Maran qui me battait d'un quart de point ou d'un demi-point. Ils le sollicitèrent et, bien que cela ne l'enchantait guère de changer de direction pour 1 an, par discipline syndicale, il accepta de se porter candidat,
et je restais finir ma carrière à Valin. Fin juin 1993, je dis adieu à mes élèves et à leurs parents qui m'avaient si bien soutenu durant ces dernières années mouvementées. Le 5 septembre, j'étais définitivement mis à la retraite. En cadeau, l'administration me paya royalement les 5 premiers jours du mois, et je dus attendre octobre pour commencer à toucher ma retraite. J'allais enfin pouvoir consacrer plus de temps à mon autre activité auprès de Coop Atlantique. Depuis plusieurs années déjà, j'avais été nommé vice-président du conseil de surveillance. À ce titre, je présidais certaines réunions avec un certain succès. Les assemblées générales que nous tenions préalablement dans toutes les localités où se situait un magasin avaient été regroupées et il ne restait plus qu'une trentaine de ces réunions à assurer. J'étais régulièrement mise à contribution. Le public y était souvent nombreux. À Royan, c'était environ 240 à 250 coopérateurs qui venaient écouter l'orateur. J'eus aussi le loisir de présider les réunions de Limoges, de Vierzon, de La Roche-sur-Yon, de Niort, où l'assistance était nombreuse. Mon ancienneté au conseil me permettait, en plus de la présentation des comptes de la société, d'évoquer devant les personnes présentes la vie de la coopérative et son évolution au cours des 50 dernières années. Cette partie de mon exposé était toujours très appréciée. De nombreux sociétaires étaient un peu perdus depuis que le mouvement coopératif avait dû se saborder en 1985, après la déconfiture d'un certain nombre de grandes coopératives. Les nouvelles alliances créées au fil des ans, et souvent changeantes, faisaient qu'il était difficile pour les non-initiés de s'y retrouver. Je m'attachais à leur expliquer tous ces changements et leurs conséquences. À la fin de mes interventions, le public applaudissait. C'était gratifiant d'avoir pu capter leur attention et de recevoir en retour une marque de reconnaissance. J'allais aussi pouvoir intervenir dans les écoles au titre de l'AACC, notre association de défense des consommateurs, ainsi qu'auprès de groupements d'adultes. Je quittais Valin sans regret. Je n'avais pas la totalité de mes annuités. J'aurais dû prolonger d'1 an, mais en faisant cela, je perdais le bénéfice durant 5 ans de la retraite complémentaire à laquelle j'avais cotisé durant toute ma carrière. Ce complément devait prendre effet à 55 ans, sinon il fallait attendre 60 ans pour pouvoir toucher les premiers versements. Le calcul fut vite fait. Je considérais que l'essentiel était de profiter au plus vite de ma liberté. Je ne supportais plus les directives toujours plus contraignantes de l'administration et les changements incessants apportés au programme.